Prologue. En 1905, Freud, repérant le sens sexuel dans l'inconscient, publie 3 essais sur la théorie de la sexualité. Il se demande: serait-il impossible d'observer directement chez l'enfant, dans toute sa fraîcheur, ses impulsions sexuelles et ses impulsions sexuelles et ses formations édifiées par le désir que nous défouissons chez l'adulte avec tant de peine, de leur décombre, et dont nous pensons qu'elles sont le patrimoine commun de tous les hommes et qui se manifestent chez le névropathe que renforcées ou défigurées. C'est dans ce but que j'incite mes amis, mes élèves à recueillir des informations sur la vie sexuelle des enfants, sur laquelle on ferme adroitement les yeux et que l'on nie de propos délibérés. Freud fut publié une première fois en 1909. Freud crée un petit Oedipe, Hans. Le petit Hans vient en appui des assertions que j'ai avancées d'après l'examen psychanalytique d'adultes. Les parents de Hans, la mère, le père, monsieur et madame Graff, étaient parmi les plus fidèles adhérents de Freud. Et c'est le père qui mena l'analyse de son fils en écrivant scrupuleusement tous les dires de son fils pour les transmettre quotidiennement à Freud. Freud prend les devants de cette publication. On dira que l'analyse d'un enfant par son père, lorsque ce père aborde cette analyse imbu de mes théories et infecté par mes préjugés, est dénuée de toute valeur objective. On dira qu'un enfant est naturellement suggestionnable et peut-être par personne d'autre autant que par son propre père. Ah, professeur, la suggestion, un mot bien à la mode. Je ne partage pas ce point de vue actuellement en vogue, d'après lequel les dires des enfants seraient toujours arbitraires et indignes de foi. Mais il n'existe pas d'arbitraire dans le psychisme. Et les dires et l'incertitude des dires des enfants est due à la prédominance de l'imaginaire de ceux-ci, tout comme l'incertitude des dires des adultes est due à la prédominance des préjugés de ceux-ci. Il y a toujours une vérité dans les dires des enfants. Mais il faudra distinguer quand Hans dit « comme son père », de quand, libre de toute contrainte, il laisse jaillir ce qui constitue sa vérité intime. Chapitre 1. Avant la phobie. Hans est né en 1903. Et lorsque nous prenons le cas, il a 3 ans et demi. C'est un véritable petit investigateur. Il veut voir. Il veut savoir. Le cheval a fait pipi sous lui, comme moi. Regarde, du fait pipi de la vache, il sort du lait.
locomotive fait pipi. Mais où est donc son fait pipi? J'ai vu le fait pipi du lion. Maman, tu as un fait pipi? Naturellement. Pourquoi me demandes-tu ça? J'ai seulement pensé. Papa, tu as un fait pipi? Mais oui, naturellement. Je ne l'ai jamais vu quand tu te déshabilles. Maman, j'ai pensé que puisque tu étais si grande, tu devais avoir un fait pipi comme un cheval. Hans fait des distinctions entre l'inanimé et le vivant. Donc, un chien, un cheval, ça a un fait pipi. Une table, une chaise, ça n'en a pas. L'intérêt que Hans porte au fait pipi le pousse à se procurer des sensations agréables en touchant son petit membre. Sa mère le surprend, la main au pénis. Si tu fais ça, je vais faire venir le docteur A et il te coupera ton fait pipi. Avec quoi feras-tu pipi alors? Avec mon tutu, mon toto, mon bottom. Hans répond très tranquillement, sans sentiment de culpabilité, mais c'est à cette occasion qu'il acquiert le complexe de castration. Les restrictions de l'activité sexuelle auto-érotique auront des conséquences. La menace de castration fait son effet après coup. Chapitre 2. Ad nundem. La famille, Hans, la mère et parfois le père se rendaient dans leur maison de campagne ad nundem. Ad nundem, Hans, qui d'habitude est seul à Vienne, retrouve ses amis. Fritz, Franz, Olga, Bertha. Cette année, Hans n'aime plus que les petites filles le regardent faire pipi, comme lorsqu'il était dans le petit jardin à côté des radis et que les petites filles près de la grande grille le regardaient faire pipi. Cette année, Hans est un amoureux transi. Fritz, que je t'aime, que je t'aime. Franz, je t'aime aussi. Bertha, que tu es donc charmante. Olga, que tu es gentille. Je veux que Marielle couche avec moi. Maman, tu sais, je voudrais tant coucher avec la petite fille. Crois-tu qu'elle va venir aujourd'hui, la petite fille? Cet enfant a une virilité d'allure polygame. Mais attention, le dessein sexuel poursuivi par Hans auprès de cette petite compagne, couché avec elle, a bien pris naissance auprès de sa mère. Et Hans veut donc mettre de côté son père pour se retrouver seul avec sa jolie maman et coucher avec elle. Professeur, me permettrez-vous, j'ai quelque chose à vous dire.
comme il y a eu plusieurs voyages à Gnondheim, et que nous n'avons que une quarantaine de minutes, 45, 50, j'ai réuni tous les voyages à Gnondheim dans ce chapitre 2. En êtes-vous d'accord, professeur? Oui, merci. Donc, à Gnondheim, on aime beaucoup les chevaux. On joue au cheval. Hans a même un petit harnais avec des clochettes. Et son premier cheval, c'est son père. Allez, papa, on va jouer au cheval tous les deux. Allez, hue, papa. Allez, c'est toi qui va vite, dis donc, papa. Allez, oui, tu vas vite là, ouais. Oh, attention, là, j'ai la tête à l'envers. Ouais, papa. Allez, plus vite. Et puis aussi, Hans fait le cheval. Allez, Olga, c'est moi qui suis le cheval, et toi tu es le cocher. Regarde, je vais vite, je suis un jeune cheval. Ouais. Et aussi, on va voir les vrais chevaux dans les écuries. Oh, un jour, Hans entend le père de Fritz dire à son fils: ne touche pas le cheval avec ton doigt, sinon il te mordra, ce cheval blanc. Et puis un jour, alors que Fritz et Franz jouent ensemble, Fritz trébuche contre une pierre et tombe. Il saigne. Tu es tombé, Fritz? Les enfants diront wegen dem Pferd, à cause du cheval. Mais comme Hans est tout jeune, il dira wagen dem Pferd, wagen. On dira aussi niederkommen, qui veut dire tomber, mais qui veut dire aussi accoucher. Mademoiselle, enfin madame, n'allons pas trop vite, enfin. Prenons le temps de déplier le cas. Pour l'instant, notons le lien entre la chute de Fritz et la chute désirée par Hans de son propre père. Oui, alors à Gnondheim également, je voudrais rajouter que Hans parfois a des cauchemars. Et comme il partage la chambre parentale, eh bien, il se réfugie dans le lit de ses parents. Et si je n'avais plus de maman? Et si papa n'était plus là? Le père, qui voudrait bien de temps en temps passer une grasse matinée tranquillement dans le lit avec sa femme, ne veut pas que Hans aille dans le lit des parents. Mais la mère dit bah, c'est une absurdité, une minute n'y changera rien. Chapitre 3. La naissance de la petite sœur. La petite sœur de Hans naît en 1906. Cette naissance, dira Freud, sera très importante dans le développement psychosexuel de Hans. Tout d'abord, son lit est transporté hors de la chambre parentale. De sa chambre, Hans entend les gémissements de sa mère. Pourquoi maman tousse-t-elle? Ah oui, la cigogne viendra aujourd'hui. Et puis, en voyant la trousse du docteur, il demande « Qu'est-ce que c'est ?» Et on lui répond « Une trousse ». Ah oui, c'est parce que la cigogne viendra aujourd'hui.
lorsqu'il entre dans la chambre, Hans ne regarde pas sa mère, rien que le bassin rempli d'une eau sanglante. En regardant ce bassin dans lequel il fait normalement pipi, il dit « Du sang ne sort pas de mon fait pipi ». Et puis, en voyant sa petite sœur, il dit « Elle n'a pas de dents, elle ne parle pas, elle est vraiment toute petite. Moi, je ne veux pas de ce bébé sœur. » Cette naissance apportera deux éléments nouveaux. Premièrement, un degré de privation. Et deuxièmement, la reviviscence des plaisirs lorsqu'on s'occupait de lui, bébé. Et le résultat de ces deux influences sera une intensification de ses besoins érotiques qui, en même temps, commencent à ne pouvoir se satisfaire pleinement. De retour à Grondheim, alors que Hans est plus seul que jamais à Vienne, puisque la petite sœur est née, eh bien Hans joue avec ses amis imaginaires. Le père. Que fais-tu, Hans ? Je joue avec mes petits amis. Mais enfin, Hans, tu sais bien que les garçons ne peuvent pas avoir d'enfants. Oui, je le sais, mais je le crois quand même. Chapitre 4. Intrusion de la phobie. Hans a maintenant 4 ans et 3 mois. Et il inquiète soudainement ses parents. Voici ce que le père de Hans écrira à Freud. Il figure dans le cas. Cher docteur, je vous adresse encore quelque chose touchant Hans. Hélas, cette fois-ci, c'est une contribution à l'histoire d'un cas. Comme vous l'allez voir, se sont manifestés chez lui ces derniers jours des troubles nerveux qui nous inquiètent beaucoup, ma femme et moi, car nous n'avons pu trouver aucun moyen de les dissiper. Je me permettrai d'aller demain vous voir, mais je vous envoie ce rapport écrit de ce que j'ai pu recueillir. Déjà, quelques jours avant l'intrusion de la phobie, Hans se lève un matin en pleurs et il dit à sa mère « Pendant que je dormais, j'ai cru que tu étais partie et que je n'avais plus de maman pour faire câlin avec. » Ce rêve indique à lui seul un processus de refoulement d'une inquiétante intensité. Le refoulement a remporté la victoire sur le mécanisme du rêve. À noter, professeur, que l'enfant se réveille angoissé. C'est donc un rêve d'angoisse. Hans perd sa mère, ce qui fait qu'il n'a plus de maman pour faire câlin avec. Sa tendresse envers sa mère a dû s'en accroître intensément. Puis, le lendemain, quelques jours après, Hans, en promenade avec sa gouvernante, soudainement, pleure, crie. Il veut rentrer à la maison. Et il veut faire câlin avec sa mère. Plus tard, il dira à sa mère « J'avais peur qu'un cheval blanc me morde. Le cheval va rentrer dans ma chambre. » Le soir, il est parfaitement gai. Mais soudain, quand arrive la nuit et qu'il faut se coucher, crise, angoisse. Il pleure, il veut faire câlin avec maman. Et le lendemain et les jours suivants, il ne veut plus sortir. Il a peur des chevaux, une peur terrible des chevaux. Ce qui est embêtant quand on habite à Vienne au début du siècle, puisqu'il n'y a que ça, des chevaux. Alors donc, le père de Hans demande l'avis de Freud.
L'expérience a montré qu'il était impossible, et même dangereux, de tenter de guérir une phobie par des méthodes violentes. C'est-à-dire en mettant le malade dans une situation où, après qu'on l'a privé de ses moyens de défense, il est contraint de subir l'assaut de ses angoisses libérées. Chercher la voie de ses désirs par les voies psychanalytiques. Il faut dire à Hans que s'il veut rester à la maison pour faire câlin avec maman, c'est parce qu'il a beaucoup de tendresse pour elle et qu'il l'aime énormément. Cette première intervention apportera une légère amélioration, mais bientôt ce léger gain de terrain sera de nouveau perdu au cours d'une maladie somatique de Hans et son état ne s'est pas modifié. Intermède. Qu'est-ce que le refoulement? Un mécanisme, une construction, une mise à l'écart, un éloignement permettant une déformation, une œuvre d'élimination, un processus excessif et automatique, un destin. Quelle est la cause du refoulement? Freud finira par dire que c'est l'angoisse de castration qui est la cause du refoulement. Pour l'heure, en 1909, Freud dit que le refoulement, en ce qui concerne Hans, intervient au moment où Hans va se coucher. Ou bien lorsqu'il voit sa mère donner les soins à sa petite sœur. C'est là qu'une inspiration chargée de sexuel est refoulée. Le premier sens de l'angoisse de Hans est donc une aspiration libidinale refoulée. La libido est maintenue par quelque chose en l'état de refoulement. Et c'est le représentant pulsionnel qui est déplacé et qui permet à la libido de se muer en angoisse. Mais l'angoisse ne se voit pas. On ne la voit pas. Pour se montrer, il lui faut trouver un objet. Vous voyez, c'est un peu comme si elle était sur scène, derrière un rideau. On ne la voit pas, nous, spectateurs, où elle est. Sur quoi la libido muée en angoisse s'est-elle fixée? Sur la peur d'être mordu par un cheval blanc. Le cheval se greffe par l'intérêt de Hans pour les chevaux. La phobie prend le cheval pour objet. Le cheval, emblème de la terreur. Quant au cours de son existence, l'enfant doit surmonter les composantes instinctuelles innées de sa nature. La phobie est une alerte des inévitables difficultés auxquelles il doit faire face. Il faut dire à Hans que toute cette histoire de cheval est une bêtise. Il faut lui dire la vérité, qu'il aime beaucoup sa mère et qu'il veut être pris par elle dans son lit. Et c'est sur ce mot de « une bêtise » que Hans semble s'accorder avec ses parents sur sa phobie du cheval blanc intriquée à l'interdit de la masturbation. Peut-être touches-tu encore ton fait pipi. Oui, tous les soirs, quand je suis dans mon lit. C'est ça ma bêtise. Elle est si forte que je ne peux pas m'en empêcher. Tu sais, papa, j'ai pensé à quelque chose au sujet du cheval blanc. À quoi as-tu pensé? Quand le père de Fritz a dit à Fritz, ne touche pas le cheval blanc avec tes doigts, sinon il te mordra. Je pense que ce n'est pas d'un cheval blanc dont tu veux parler, mais d'un fait pipi qu'il ne faut pas toucher avec ta main. Les parents, en disant que la peur de Hans est au fond celle de sa propre satisfaction masturbatoire, semblent d'abord avoir raison, mais la relation est cependant encore vague. Et le cheval semble assumer son rôle d'épouvantail tout à fait par hasard. Afin que tu n'en aies plus envie,
Ce soir, tu dormiras avec un sac. Freud suggère aux parents, plutôt que de se fixer sur l'interdit de la masturbation, d'en dire davantage à Hans sur la conception des enfants. D'où viennent les enfants? Voilà la grande question pour Freud, la question que se posent les enfants. Dire que les femmes n'ont pas de sexe masculin, parler de vagin, de coït, les femmes n'ont pas de fait pipi. Les femmes, elles ont quand même un fait pipi. Enfin, sinon, ce serait... Enfin bon, ouais, pour Hans, c'est un fait pipi. Hans prend le bain avec sa petite sœur. Elle a vraiment un tout petit fait pipi. Hans, maman et toutes les créatures féminines n'ont absolument pas de fait pipi. Mais moi, j'ai vu maman toute nue et elle m'a laissé voir son fait pipi. Comment cela est-il possible? Sa chemise était si courte que j'ai pu voir son fait pipi. Le désir inconscient de Hans pourrait bien être à tout prix de voir le fait pipi de sa mère. Oui, et en attendant, la phobie ne s'est pas du tout résorbée. Au contraire, elle s'intensifie. Quand ils vont aux eaux de Schönbrunn, Hans ne veut plus voir même les gros animaux. Il ne veut plus voir les éléphants, les girafes, les pélicans. L'information quant à l'absence de fait pipi chez les femmes est plutôt apte à accroître le souci qu'il a de garder le sien. Tout le monde a un fait pipi, et mon fait pipi à moi, il grandira, parce qu'il est enraciné. Il est enraciné. Cette pensée est une consolation, mais c'est aussi un défi. Et elle rappelle la vieille menace faite par sa mère. On est 1 an et 3 mois et demi plus tard, et Hans est dans l'angoisse de perdre cette précieuse partie de son moi. Chapitre 5. Le rêve des 2 girafes. C'est un rêve énigmatique, mais c'est quand même un rêve important. Un premier succès, Hans est maintenant capable de faire connaître ses désirs par rapport à sa mère. Hans raconte à ses parents son dernier rêve. Il y avait dans la chambre une girafe. Et puis une girafe chiffonnée. Chiffonnée comment? Chiffonnée comme ça. Comme ça? Oui, comme ça. Et puis la grande a crié que je lui avais enlevé la chiffonnée, et alors, elle a cessé de crier, et je me suis assise sur la chiffonnée. Je vais envoyer tout ça au professeur, il pourra sûrement te guérir de ta bêtise. S'il demande ce qu'est une girafe chiffonnée, il pourra nous écrire, et nous lui répondrons. Sauf que je n'en sais rien moi-même. Crie tout ce que tu veux, papa. Maman me prendra tout de même dans son lit. Maman m'appartient. Crie tout ce que tu veux, papa. Maman me prendra tout de même dans son lit. Maman m'appartient. Crie tout ce que tu veux, papa. Maman me prendra tout de même dans son lit. Maman m'appartient. Crie tout ce que tu veux, papa. Maman me prendra tout de même dans son lit. Maman m'appartient. Chapitre 6. Unique et seule consultation de Hans chez Freud.
malgré tous les éclaircissements donnés à Hans sur les chevaux, sa peur des chevaux n'a pas diminué. Freud apprend ce jour-là 2 détails nouveaux. Premièrement, que Hans est particulièrement gêné par ce que les chevaux ont devant les yeux. Et deuxièmement, qu'il est gêné par le noir que les chevaux ont autour de la bouche. Il se dit, mais ce n'est pas ça qui lui fait peur. Qu'est-ce que c'est? Que veulent dire ces représentations? En écoutant la description des chevaux d'angoisse faite par Hans, Freud regarde Hans et son père assis devant lui et il fait le lien avec la moustache du père et avec son binocle. Et il se dit que c'est le moment de dire à Hans que s'il a peur de son père, c'est à cause de l'hostilité qu'il nourrit contre lui. Il était nécessaire de postuler cela comme faisant partie des émois inconscients de Hans. Sur un ton de plaisanterie, je décidai de lui demander. Hans, tes chevaux portent-ils un binocle? Non. Et ton père porte-t-il un binocle? Non. Et par le noir autour de la bouche, ne voudrais-tu pas dire moustache? Ben, non. Oui. Hans, tu penses peut-être parce que tu aimes tant ta mère que ton père t'en veut à cause de cet amour. Mais ce n'est pas vrai. Ton père t'aime quand même et tu peux sans crainte tout lui avouer. Bien avant qu'un petit Hans ne vienne au monde, j'avais su qu'il aimerait tellement sa mère qu'il serait par la suite forcé d'avoir peur de son père. Lorsque Hans rentre chez lui, il est parfaitement gai. Lorsque Hans rentre de chez lui, il est parfaitement gai. Et il joue avec son père. Papa, le professeur parle-t-il avec le bon Dieu, qu'il puisse savoir tout cela d'avance? Allez papa, on joue ensemble. Ouais, papa, que tu es beau, que tu es beau papa. Oh, papa, où est-ce que t'es passé? Je suis tombée. Ouais, ça y est. Papa, tu es beau tout blanc, tu sais. Blanc comme un cheval blanc. Oui papa, comme un cheval blanc. Et la seule chose noire, c'est ta moustache. Ou peut-être serait-ce la muselière noire. L'acmé de la phobie est presque dépassée. Mais si la peur de la morsure disparaît, la phobie, elle, a acquis plus de courage et ose maintenant se montrer. Hans, de la fenêtre de sa chambre, observe la gare, la cour de la douane centrale et la rampe de déchargement des wagons qui tournent devant la porte de sortie. Les enfants s'amusent à monter sur les paquets. Regarde, papa, des gamins ont grimpé sur les paquets. Je veux en faire autant. Mais j'ai peur que le cheval ne tombe lorsqu'il tourne.
Ce sont maintenant les grands chevaux qui sont lourds et qui vont vite et qui tirent une lourde charge, comme des wagons, des voitures de déchargement, des voitures à charbon, des omnibus et qui risquent de tomber, qui font peur à Hans. J'ai attrapé la bêtise quand j'ai vu le cheval de l'omnibus tomber. J'ai eu tellement peur. Oui, c'est là que je l'ai attrapé, la bêtise. Nous pouvons maintenant relever que toutes ces particularités dérivent de ce que l'angoisse n'avait rien à voir avec les chevaux, mais fut transportée secondairement sur ceux-ci et se fixèrent sur des éléments du complexe du cheval qui se montraient propres à certains transferts. Nous avons appris, grâce à l'investigation du père de Hans, à connaître à quelle occasion actuelle fut liée l'éclosion de la phobie. Ce fut lorsque Hans, tu as vu ton père, tu as vu un grand cheval lourd et tu as espéré, désiré que ton père tombe de la même manière et meure. C'est ça, Hans? Oui, je pense que c'est ça, certainement. Hans accepte tout naturellement cette interprétation. Et d'ailleurs, maintenant, il joue à un jeu qui consiste à mordre son père. Hans le brave maintenant de la manière la plus nette. Tu es fâché maintenant, papa, hein? Non, ce n'est pas avec impudence que tu fais cela. Mais papa, il faut que tu sois fâché maintenant. Non, tout cela est sur un mode joyeux. Mais papa, je veux que tu sois fâché. Mademoiselle, enfin, madame, ce dialogue ne figure pas du tout dans mon texte. Oui. Mais enfin, il est un peu en filigrane quand même. Enfin bon, je me suis permise de le rajouter, c'est vrai. Parce que je pense que le père pourrait être un petit peu plus... je trouve un peu... Hein, Hans, tu n'es pas d'accord? Tu voudrais bien que ton père soit un peu plus... Hein, Hans, un petit peu plus... Hans, hein? Hans. Un autre sens ne serait-il pas dissimulé derrière tout cela? Oui, il y a un autre sens. Ah oui, alors peut-être Hans aurait peut-être vu un accouplement des parents, vu qu'ils partageaient la même chambre qu'eux, et qu'une réminiscence de cette scène se révéla à lui. Mademoiselle, madame, restons avec ce que nous avons observé, et non pas ce que nous postulons. D'accord. Alors dans ce cas-là, il faut revenir en arrière. Hans, tu disais que la bêtise était que le cheval te morde. Et maintenant, tu dis que tu as peur que le cheval vienne à tomber. Mordre et tomber. Parce que quand le cheval est tombé, il a fait comme ça avec ses pattes. Il a fait un grand charivari avec ses pattes. Ben, c'est toi qui fais du charivari quand tu trépignes. Oui, quand on veut me faire faire l'oumf, le gros besoin, et que je préférerais jouer. Que veut dire ce charivari? Il est instructif d'approfondir une phobie dans tous ses détails. Les phobies sont si curieusement diffuses et si strictement déterminées. Quel est le désir de Hans? Nous allons maintenant suivre Hans. C'est Hans qui va nous livrer son nouveau fantasme. Nous allons le suivre dans cette voie. Enfin, il commence à s'occuper du complexe du Lumph. Chapitre 7. Le complexe du Lumph et le nouveau fantasme. Hans. Ah, excusez-moi, je crois que je me suis trompée. Est-ce qu'on est toujours... Ah non, je me suis trompée. Oui, chapitre 7, mais c'est le complexe du Louvre, c'est bon. C'est juste un décalage de numéro. Ah, un décalage de numéro. Donc c'est 8. Donc on est... Chapitre 8, oui, parce qu'il faut que je fasse le bon numéro, parce qu'après je suis perdue. Chapitre 8. Le complexe du Louvre. Hans avait l'habitude d'aller au cabinet avec sa mère.
Tu vas souvent au cabinet avec maman? Ah oui, très souvent. Ça t'a dégoûté? Oh non, pas du tout, non. Tu aimes être là quand maman fait pipi ou fait louf? Oh oui, beaucoup. Mais pourquoi aimes-tu tant ça? Ben, je sais pas. Parce que tu crois que tu vas voir son fait pipi. Vouloir tout comprendre trop vite. Je ne peux donner que ce conseil à mes lecteurs, accorder une sorte d'attention impartiale à tout ce qui se présente. Ici, le désir de voir une personne aimée accomplir ses besoins naturels répond à une intrication des pulsions. Intrication entre une voiture chargée et un corps chargé de fécasses. Intrication entre une voiture qui sort d'une porte et un corps et des fécasses qui sortent du corps. Mademoiselle, madame, oui, ceci est mon texte. Bah oui, mais enfin, c'est votre texte, et alors? Eh bien alors, puisque c'est moi qui l'ai dit, je dois le dire aussi dans la pièce. Ah ben non, ça marche pas comme ça, les textes sont à tout le monde. Non, ce texte est à moi. Non, ce texte est à tout le monde. Chut, 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 chut. Écoutons plutôt Hans, qui sans l'entremise de personne va nous livrer un nouveau fantasme. J'étais dans la baignoire. Alors, le plombier arrive et la dévisse. Et puis, il prend un grand perçoir et me l'enfonce dans le ventre. La baignoire, symbole du corps maternel, l'enfant se dit « Papa, avec ton grand pénis, tu m'as transpercé et tu m'as mis dans le ventre de maman. » Fantasme de procréation dérivé par l'angoisse. Papa, oui, les enfants, ils appartiennent à qui? Les enfants, ils appartiennent au père, à la mère, aux frères, aux sœurs. Puis tu vois, les enfants, ils naissent des cigognes. Ah bon, oui, des cigognes, oui. Tu sais, papa, Anna était là depuis déjà longtemps au monde. Chez la cigogne. Ah bon, et tu as vu comment... où la gardait-elle, la cigogne, Anna? Oui, dans sa caisse à cigogne. Et comment elle l'a apportée, Anna? Tu l'as vue? Oh non, je dormais encore. Tu sais, les cigognes, ils ne peuvent pas faire ça, pour que les gens ne voient pas. Et puis, tout à coup, la petite fille est là. L'effronterie avec laquelle Hans se raconte ce fantasme. Et elle était petite comment, la cigogne? Oh, elle était petite comme une petite cigogne. Ah, peut-être comme un lumph. Oh non, un lumph, c'est beaucoup plus gros. Peut-être c'est une petite vengeance envers son père pour l'avoir leurré avec cette idiote histoire de la cigogne. Tu sais comment elle fait, la cigogne, pour ouvrir la caisse? Elle se sert de son bec. Comme ça. Pour les théories sexuelles infantiles, tous les enfants sont des lumphes et naissent comme des lumphes. Si bien que les voitures chargées n'intéressent Hans que dans la mesure où elles sont des représentations symboliques de la grossesse. La voiture qui tombe, le cheval qui tombe, n'était pas seulement le père qui meurt, mais aussi la mère qui accouche. Niederkommen, tomber, niederkommen, accoucher. Dis-moi, une caisse à cigogne, ce ne serait pas un omnibus? Oui, c'est ça. Maintenant, Hans est heureux. Et l'acmé de la phobie est presque dépassé. Il joue
à charger et à décharger ses wagons. Chapitre 9. Un destin moins tragique. De retour à Gmundem, Hans joue avec ses enfants imaginaires. Mes enfants sont toujours avec moi dans mon lit parce que j'aimerais tellement avoir des enfants. Hans, tu joues encore avec tes enfants, mais enfin tu sais très bien que les garçons ne peuvent pas avoir d'enfants. Oui, je le sais. Avant, j'étais la maman. Maintenant, je suis le papa. Et qui est la maman de tes enfants? Maman. Et toi, tu es le grand-père. Et grand-mère devient ta femme. Hans ne tue pas son père, mais il le promeut grand-père. Cette promotion qu'il lui accorde, épouser la grand-mère, rend le père inoffensif. Un destin, une solution plus heureuse que celle prescrite par le destin. Chapitre 10. Dernier rêve et fin de la phobie. Hans se raconte son dernier rêve. J'étais dans la baignoire et alors le plombier est revenu. Et puis il m'a enlevé le derrière. Et alors il m'en a redonné un autre. Et puis il a fait la même chose avec mon fait pipi. Victoire de Hans sur la peur de la castration. Le cheval fut élevé à la dignité d'objet d'angoisse. Et puis la phobie s'est étendue. Elle s'est propagée sur de nouveaux objets. Elle a imposé ses propres conditions. Freud nous dit que la nature de la phobie est d'être un compromis, pourvoir à ce que le refoulé n'en reste pas là. Épilogue. Au printemps 1922, un jeune homme de 19 ans se présente à moi. Il dit être le petit Hans. Il s'appelle Herbert Graff. Il a 19 ans. Oui, parce que on n'écrit jamais, bien sûr, le vrai nom de nos patients lorsque nous écrivons un cas. Nous protégeons leur anonymat. Le petit Hans s'appelle donc Herbert Graff. Depuis une dizaine d'années, j'avais perdu de vue la famille. Et j'étais donc sans contact avec le petit Hans. Cette première publication d'un enfant avait produit moult. Elle avait causé un grand émoi et encore plus d'indignation. On avait prédit tous les malheurs du monde à ce pauvre petit enfant violé par la psychanalyse, victime de la psychanalyse. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Et le petit Hans Herbert Graff était un beau jeune homme, disons se porter parfaitement bien et ne souffrir d'aucune inhibition. Une chose cependant me sembla curieuse de ce qu'il me dit. Lorsqu'il en vint à lire son analyse et l'histoire de sa maladie,
où cela lui sembla quelque chose d'étranger. Il ne se reconnaissait pas et ne se souvenait de rien. Ainsi, l'analyse n'avait pas préservé l'avènement de l'amnésie, mais elle en avait été elle-même la proie. Il en advient souvent de même dans notre sommeil. Pendant le sommeil, on fait un rêve, on est réveillé par ce rêve, on décide de l'analyser et on se rendort satisfait de notre travail d'analyse. Le lendemain, et le rêve, et l'analyse sont oubliés. Professeur, c'est une très belle fin que vous avez mis là dans un épilogue de votre ouvrage de 5 psychanalyses en 1922. J'aimerais bien rajouter ma petite note. Une petite note d'ailleurs qui fait référence à la vôtre, celle que vous avez bien voulu mettre, page 191. Voilà, vous voyez cette petite note-là. Alors, ça vient avec cette phrase-là, lorsque vous dites « C'est précisément au moment où Hans devient la proie, oui, vous dites bien la proie, d'une grande poussée de refoulement qui frappe ses composantes sexuelles dominantes, et voilà la note, le père de Hans a même observé que concurremment à ce refoulement, une part de sublimation se manifeste chez Hans. Ainsi, dès les débuts de son état anxieux, Hans montre une recrudescence d'intérêt pour la musique et son don musical héréditaire commence à se développer. Sublimation, donc musique. Et ce qui est formidable, c'est que Herbert Graft, ce petit Hans, eh bien, il est devenu non seulement un très bon musicien, évidemment il baignait dans le milieu musical de Vienne, mais aussi il est devenu un grand metteur en scène d'opéra. Et ce qui est aussi formidable, c'est que ce métier de metteur en scène d'opéra, eh bien, à l'époque, il n'existait pas. Et c'est lui, Herbert Graft, qui l'inventa.